Bonsoir à tous et merci de vous être inscrits pour ce webinaire sur l'hystérectomie vinote. On va faire un partage d'expérience, mais aussi avoir des discussions en termes de regard, comme on a dit, croisés entre la pratique en France de la même voie d'abord et la pratique en République démocratique du Congo. Donc, merci aux intervenants pour avoir accepté l'invitation de partager leur expérience pendant ce webinaire. Le webinaire est organisé par la Fondation d'Amy Berlin et je crois que certains le savent déjà, mais un rappel alors pour cela et aussi une information pour les autres. Il y a un congrès d'endoscopie qui s'organise en juillet et c'est dans le cadre des mobilisations sur ces congrès que nous organisons ces webinaires. C'est une série qui a commencé il y a une semaine. Nous avons parlé des innovations. Aujourd'hui, nous parlerons de Vinote. La prochaine fois, ce sera le nursing en endoscopie et nous terminerons par l'hystéroscopie hors bloc. Alors pour ce soir, l'hystérectomie Vinote ou l'abord Vinote de manière un peu ramassée, comme ça sera un avant-goût. Nous allons avoir l'honneur de recevoir comme intervenant, premièrement, le docteur Makoso, Mathieu, Mathieu Makoso, qui est gynécologue obstétricien, médecin des hôpitaux en France. Il aura l'occasion de présenter d'autres tiroirs en ce qui concerne ce qui le caractérise quand il va prendre la parole pour ce qu'il est. Et ça, ce sera du côté de l'expérience de la France parce qu'il travaille là-bas. Et après, ça sera le professeur Gulambert Monzango, qui est professeur à l'université de Kinshasa. Je vais aussi lui laisser le temps de parler d'autres tiroirs en ce qui le concerne, parce que je sais qu'il a beaucoup d'autres étiquettes. Il va avoir l'occasion de relever cela avant de commencer sa présentation. Donc, on aura au total deux intervenants. Et déjà, je préfère dire que ça, c'est pour permettre à ceux qui auront des questions de déjà les laisser dans la boîte questions et réponses. Donc, on va répondre à ces questions et réponses. Donc, pendant la discussion ou pendant la présentation, vous pourrez laisser vos questions et réponses. Et à la fin, il y aura un échange où les intervenants répondront aux questions. Et je pense que en 1h30 maximum, on aura fini ce webinaire. Donc, encore une fois de plus, merci. Et sans plus tarder, je vais commencer par donner la parole d'abord au docteur Mathieu, qui va donc partager son écran et il va nous parler pendant 20 minutes maximum de son expérience et de, voilà, il va nous partager un peu son regard par rapport à cet abord, par rapport à ce qu'il a fait en matière de, d'abord Vinote dans la chirurgie gynécologique. Et donc, quand il est prêt, il va prendre la parole. Oui, Mathieu. Bon, merci beaucoup. Merci vraiment de me donner la parole. Je suis très content de participer à cette soirée sur le, donc la chirurgie, l'hystérectomie par Venote. Je mets juste mon chrono parce que je n'ai pas de retour sur mon écran. Et donc, je vais vous le faire en un quart d'heure. J'avais préparé. Mais bon, ça ne sera pas long, vous verrez. Vous sortirez d'ici peut-être avec des interrogations, mais ça aussi c'est le but du jeu, puisque le grand congrès pour lequel mon ami Emmanuel Zaou m'a invité à Kinshasa, mais bon, ça serait difficile, c'est du 15 au 18 juillet, donc on pourra toujours en reparler lors de ce congrès-là. C'est là où nous allons aller plus en détail hein, pour en parler. Euh, donc, l'hystérectomie, vaginale par Vénote, je dirais que c'est vraiment, c'est une sorte de révolution qui est en train de se créer, dont vous n'êtes peut-être pas conscient pour ceux qui ne pratiquent pas, mais c'est une révolution. Bon, je vais voir. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout va bien là? Oui, oui. J'ai un retour. C'est bon pour l'écran, Oui, oui, on voit bien, Emmanuel? on voit bien. Oui, c'est OK, bon, très bien. c'est bon. C'est très bien. Donc je disais que c'est vraiment une sorte de révolution.
Alors, le V-Note, c'est quoi? Il y a un tout petit peu en arrière. Alors, je suis Mathieu Makosso, gynécologue obstétricien, chirurgien. Bien sûr, je fais de la chirurgie gynéco. Alors, c'est vrai que ce pourquoi je vous parle aujourd'hui, ça occupe à peu près 10% de mon temps. Donc, je fais de la chirurgie une fois par semaine au bloc opératoire. Mais sinon, tout le reste, il y a l'obstétrique, la colpo, les échos, les accouchements, les gardes. Voilà, tout ça, comme nous tous, dans notre spécialité. Alors, c'est quoi V-Note? Vous allez regarder juste en bas, j'ai une note, je ne sais pas si c'est visible, V-Note. Le mot note, c'est vraiment, dans toutes les spécialités, il y a note. Et nous, en gynéco-obstétrique, on va dire V, vaginal. Note, c'est natural orifice transluminal endoscopy surgery. Donc, c'est la voie naturelle de vraiment l'abord de l'organe qu'on va aller chercher, par voie naturelle. Donc, si on passe ça par la bouche, vous voyez, c'est la bouche. Si on passe par l'oreille, c'est une voie naturelle aussi, etc., etc. L'urètre aussi, c'est une voie naturelle. Donc, ce que nous pouvons dire, qu'est-ce que ça a provoqué comme différence, cette affaire-là de V-Note? Je vous ai mis une diapositive ici, où vous allez regarder qu'il n'y a quasiment pas de cicatrice abdominale. C'est quelque chose d'important pour nous, les gynécos, même si on avait aussi l'absence de cicatrice pour une autre technique vaginale qui est la chirurgie vaginale. Donc, tout se passe par voie. On pourrait comparer ça à la chirurgie vaginale, mais ce n'est vraiment pas ça du tout. Et la douleur est réduite. Je peux vous dire, mes amis, que j'ai vu des patientes, j'ai opéré le matin, et quand j'arrive en chambre à 12 heures, elles sont debout ou en train de se demander si je les avais opérées. Ils ne prennent pas des antalgiques, quasiment pas. Et puis la sortie est précoce aussi. C'est vrai qu'au début, je l'ai gardé 2 nuits, j'avais en même temps peur, je me dis, bon, voilà. Et comme vous allez le voir au cours du topo, je fais le matin et elles sortent le soir. Voilà. Donc, vraiment, il y a une réduction de la douleur, il y a un séjour qui est carrément diminué. Et donc, c'est ça qui est la caractéristique de la chirurgie vaginale qu'on appelle V-Note. Alors, je continue ici, je vous montre cette diapositive qui vous montre un peu tout ce que nous avons vécu en gynécologie obstétrique, les laparotomies, que ce soit médiane sous-ombilicale ou sus-ombilicale comprise. Vous voyez, on laissait des balafres, des cicatrices énormes sur le ventre de nos patientes. Et puis, vous avez là la chirurgie vaginale qui vous montre aussi une façon d'aborder. Mais il y a une grosse différence entre cette chirurgie vaginale et la chirurgie V-Note. Une grosse différence. J'espère que vous aurez des questions et on en parlera. Et vous avez la troisième image, vous avez l'abord de l'utérus par phanestyle, hein, phanestyle ou une ouverture complète, et vous avez là cette cicatrice qui est vraiment basse, très basse dans les poils. Et puis la quatrième image, vous avez par célioscopie, ce qu'on appelle les célios avant. Donc on faisait célio, une incision sous-ombilicale, et puis il y a 2 abords de part et d'autre au bas du ventre. Donc ces éléments-là, c'est ce que nous faisions. On peut ajouter une troisième voie. Hein. Et puis vous avez la quatrième image, vous montre un peu ce qu'on appelle la célioscopie monotrocar. C'est-à-dire qu'on met dans un seul trou, au niveau du nombril, on met tous les instruments, il n'y a pas une autre image, il n'y a pas une autre cicatrice en bas. Mais quand c'était sorti, tout le monde voulait partir faire ça, moi y compris. Et puis finalement, ça a fait un flop parce qu'on trouvait que c'était compliqué d'aborder les organes, c'était vraiment complexe, et on a fini par laisser un tout petit peu tomber tout ça. Parce que moi, en France, où il y avait Orkabi qui faisait ça, bon, il n'est plus de ce monde, mais tout le monde allait vers Bordeaux là-bas pour aller pour regarder. Moi aussi, je voulais partir, je ne suis jamais allé. Et puis, il y a la cicatrice, le ventre que je vous montre pour la dernière image. Vous avez ce ventre-là, il n'y a pas du tout de cicatrice. Et c'est ça qui impressionne les patientes. Et quand il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de cicatrice,
elle va se dire, vous êtes sûr que vous m'avez opéré. J'ai souvent des images comme ça. Une autre caractéristique la chirurgie, cette hystérectomie par vénote, vous avez l'installation. Donc, vous avez là-bas l'écran, l'image, la première image, et vous avez là, à gauche de l'écran, il y a un des médecins du service qui est assis. C'est un aide. Moi, je suis au milieu, à côté de ce. Alors, je ne sais pas si ma flèche est visible. C'est visible là, c'est la flèche? Oui, oui, c'est visible. Non. Oui, c'est visible. Là, ce qu'on appelle l'instrument que nous utilisons en France, tout à l'heure, Guy nous dira ce qu'il utilise lui. Nous utilisons le gel point et l'Alexi, donc un instrument qui est là, mais je n'ai pas mis. Et puis, vous avez ici, tout le monde est assis. Nous sommes 3, on est assis en train d'opérer. Finalement, à la fin, ceux qui ont aidé les patrons en train de faire des hystérectomies voix basse, quand ils sortent de là, ils disent, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent que con celui-là, ce qu'il m'a fait, etc. Mais enfin, je rigole. Hein. Mais vraiment, on en souffre. Les aides souffrent pendant que le patron est là en train d'opérer. S'il opère vite, c'est bon, mais s'il n'opère pas vite, ça peut être aussi compliqué de supporter ces positions-là. Mais là, quand on a fini d'opérer, tout le monde est détendu, personne n'a souffert, quasiment. Vous voyez? Et vous avez l'image qui est à droite. Regardez la qualité des images qu'on a parfois. Avec des précisions diaboliques, vous pouvez même apercevoir la crosse de l'artère utérine ici. Donc, quand vous prenez les tissus, vous prenez en toute, voyez, en toute sécurité, quoi, sécurité. Et Vénote aussi a cette caractéristique de pousser la vessie par là-bas et de pousser l'urétère de l'autre côté. On est très très loin, on peut opérer très très vite. Le croisement qu'on craignait toujours pour aller choper l'urétère, je n'en ai jamais eu, donc voilà. Alors, vous allez me dire, vous êtes des chirurgiens qui êtes en train de nous écouter. Moi aussi, je peux faire Vénote. Ben oui, vous pouvez faire. Bon, il faut quand même dire qu'il vaut mieux, pour faire la chirurgie Vénote, maîtriser la chirurgie vaginale. Ce qui est mon cas, j'ai commencé chirurgie vaginale, que ce soit l'abdomen ou le vagin. Et puis, la célioscopie opératoire aussi, il vaut mieux maîtriser tout ça. Quand vous savez faire les gestes de célio, vous savez faire les gestes de chirurgie vaginale, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise. Et puis, vous avez aussi une équipe. Vous formez votre équipe. Hein, parce que si vous êtes en train de courir pour chercher des gens compétents, etc., c'est vraiment pénible. Il vaut mieux que ça soit une équipe bien formée. Et puis, il faut que vous soyez accompagné. Parce que, bon, moi, j'ai passé une journée de formation au CHU de Lille, au nord de la France. Donc, ce n'est pas vraiment le plus important, ce n'est pas le matériel, vraiment, c'est la double compétence. Si vous savez opérer de ces deux secteurs-là, vous allez faire la chirurgie vénote facilement parce qu'il faut passer par voie basse pour fermer quand même. Hein. Voilà. Donc, moi, honnêtement, j'écoutais Emmanuel dire, moi, je veux savoir ce que vous avez eu comme problème. Bon, honnêtement, l'honnêteté chirurgicale, je veux dire, j'ai opéré. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est d'un côté, et ce que je vous conseille de faire de l'autre côté. Tout opéré en vénote dès le début. C'est-à-dire que j'ai été formé le vendredi. Je suis allé à Lille le jeudi soir. Vendredi, j'ai été formé. Je suis entré au bloc. J'étais au bloc avec eux pour regarder, etc. Regardez. Nous, on regardait seulement. On était avec des amis parisiens, etc. On regardait. Et lundi, j'étais au bloc opératoire pour faire la chirurgie vénote. Donc, je vous conseille plutôt de commencer par des utérus simples et de vous faire accompagner. L'utérus cicatriciel, le lundi en question, j'avais un utérus cicatriciel, mais c'est parce que je connais la voix basse que je n'avais pas peur de cet utérus cicatriciel. On va toujours vous conseiller de commencer les 10 premiers cas avec un utérus, pas de cicatrice, rien, quelque chose de simple. Les cas complexes, sans sélection préalable. Moi, je n'ai rien sélectionné. Dès que j'ai commencé Vénote, je n'ai plus rien fait d'autre que Vénote. Toutes les patientes, même si je trouvais que c'était compliqué, j'y allais, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut sélectionner vigoureusement vos patientes. Faites pas comme moi, c'est pas bon, ça, ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas bon. Donc, il faut vraiment sélectionner vigoureusement. Prenez les petits cas et puis faites-les. Progressez de façon lente et de façon évaluer votre progression. Là, vous avez eu quelques complications, essayez de regarder. Il y a ce que je peux appeler une erreur que j'ai faite. C'était l'utérus, c'était gros. Je voyais que c'était vraiment plus de 20 cm de hauteur utérine. C'était gros. Hein.
Je dis, on y va, parce que j'avais vu un copain, il est vers Clermont-Ferrand, il est fait partie des papes de Vénote quand même. Il avait sorti 2 kilos d'utérus. Moi, j'ai dit, allez, on y va. Mais le mien, il faisait 1,8 kg. 1,8 kg. Là, j'ai dit 1 kg. 1,8 kg, le mien. Il était volumineux. J'ai opéré par Vénote. Je l'ai opéré par Vénote. Et puis, j'ai pris le morcellateur qu'on avait préparé, il s'est fracassé, lui, en 5 minutes. Je ne pouvais pas découper cet utérus, il était dur comme de la pierre. Je ne comprenais pas ce que c'était. Et puis, impossible d'extraire par voie naturelle. J'ai fini par faire une laparo pour le sortir. Bon, voilà. Donc, ce n'est pas la peine de faire comme ça, passer du temps. J'ai passé, je ne sais pas combien d'heures. Hein. Bon, donc ça, c'est pas bon, ça. On ne peut pas dire que c'est un succès. Vouloir aller trop vite, c'est-à-dire que je suis allé très, très vite. Je suis allé très, très, très vite. C'était très beau. Il y avait l'espace, la vue. J'ai découpé un côté. Vous commencez d'abord autour de l'utérus. L'image que vous avez vue là-bas, je vous ai montré la belle image. L'utérus, les paramètres. Vous montez, vous montez, vous montez sur le ligament large. Vous montez, vous allez vers les trompes. Vous allez. Alors, moi, au lieu de m'arrêter, parce qu'on dit toujours qu'il vaut mieux ne pas tout enlever, et je suis allé jusqu'au bout. Et puis, l'utérus s'est retourné et j'avais du mal à continuer. J'ai fini par convertir ça en voix basse. Je n'ai jamais fait de laparotomie. Hein. Donc, j'ai fait ça en voix basse parce que j'étais à l'aise de la voix basse. Donc, ce que je veux dire ici, les prérequis, vous pouvez ne pas suivre le protocole, mais en tout cas, il faut toujours essayer de respecter les différentes étapes, ça vous aidera beaucoup. Voilà, l'expérience à Bagnols-sur-Cèze, 105 cas que j'ai fait au bout de 4 ans, finalement, c'est 2022 et 2025, il faut compter. Durée moyenne, alors, je ne vais pas au bloc tous les jours, hein. Ça dit que moi, je m'en fiche un tout petit peu de la durée. Mais ceux qui font beaucoup, beaucoup de chirurgie, tout le temps de la chirurgie, en tout cas, ils vont aller très, très vite. Ils vont aller très vite et on gagne 30 minutes avec ça, ce que j'ai lu dans la littérature. Et les nuits, une nuit d'hospitalisation, en moyenne, une nuit et 7. En tout cas, le taux de conversion, 5 cas de ce que j'avais converti. Mais bon, il n'y avait pas de gros problèmes. Ce qui fait vraiment la différence, il faut avoir une équipe stable, progresser de façon régulière et analyser systématiquement ce que vous faites. Vous allez avoir des meilleurs résultats. Alors, moi, je suis à la fin de mon topo. Si vous, voilà, quel mot nous pouvons dire là? C'est que tout ce que je vais dire, ça ne va pas montrer ce que c'est que la chirurgie par Vénote. Mais si vous allez interroger les patientes, vous allez souvent être étonné par le fait qu'ils vont vous dire, vous m'avez vraiment opéré. Je vais écouter mon ami Guy dire ce qu'il pense, mais moi, j'ai toujours été émerveillé. C'est pour ça que, quelle que soit la grosseur de l'utérus, j'y suis allé. Donc, si vous voulez aller loin, allez-y, continuez seul. Mais si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment aller très loin, si vous voulez aller vite, continuez seul. Mais très loin, il faut marcher avec les autres. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette présentation assez résumée et très très claire sur ce que c'est l'abord en V-Note. Euh, Avec ça, on va faire la transition vers le professeur Monzango. Mathieu a parlé de son expérience. Il travaille en France essentiellement et tout au début, il s'intéresse. Guy, tu pourrais déjà placer la présentation pour partager l'écran. Alors ça, c'est l'expérience de là où il travaille, Bagnols-sur-Cèze. C'est très, très intéressant, effectivement. Au départ, quand on commence, il y a une chose qui vient d'entrer, une nouvelle technique. Les gens se lancent là-dedans. On n'a pas encore vraiment les guidelines très, très clairs. Et c'est en ce moment-là que les gens, parfois, créent de l'expérience. Et ça va devenir la formation pour les autres. Donc, Mathieu est parmi ceux qui se sont lancés en ce moment-là. Et aujourd'hui, les choses sont un peu plus claires, un peu plus définies. Voilà. Merci beaucoup. Et avec ça, on va faire la transition. Et comme Mathieu a dit, on va continuer ça vers le mois de juillet lors du congrès. Donc, ceux qui sont intéressés par cette voie-là, on aura un atelier
de Vinote avec le professeur Monzango qui sera le facilitateur principal. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, inscrivez-vous à ce congrès, à ce webinaire, qu'est-ce que j'ai dit, à cet atelier pour approfondir vos connaissances. Merci beaucoup et la parole est au professeur Monzango, qui va d'abord compléter sa présentation et commencer sa communication. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, 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 oui. La Oui, oui, présentation est c'est bien clair, sur oui. l'écran. Merci beaucoup. Je remercie le professeur Emmanuel pour nous avoir associés à ce webinaire que je considère de très grande importance. Et c'est un grand plaisir pour moi de voir le docteur Makoso de nous partager son expérience. En tout cas, je ne sais pas comment exprimer ma joie parce que quand on doit être à côté des aînés, c'est toujours beaucoup mieux de voir leur expérience et ça nous permet, nous aussi qui venons après, de voir comment l'histoire a commencé parce que c'est vrai que nous, on a trouvé Vinote en route et on a intégré les bateaux de Vinote. Mais les gens qui ont commencé avec Vinote, c'est toujours mieux. Je suis professeur docteur Guy Lambert, gynécologue obstétricien mix, et puis je suis membre de la société iNote, donc la société internationale de la chirurgie note en général, parce que jusqu'à aujourd'hui, Vinote n'est pas encore sorti en international. Nous mettons tous les notes ensemble. Alors, comme venait de dire le docteur Makoso, c'est vrai déjà que tous les patientes, toutes les patientes que nous opérons de la chirurgie Vinote, en tout cas, je peux mettre même toutes avec S, sont vraiment satisfaites de cette chirurgie, surtout en ce qui concerne la récupération et la qualité de vie post-chirurgicale. Et là, nous sommes en train de préparer des études en cours pour parler de la femme congolaise, de sa qualité de vie après. En tout cas, déjà comparé à la laparoscopie et à la laparotomie, même par la chirurgie vaginale, déjà, nous avons de très bons retours. Alors, nous allons parler de la chirurgie Vinote, pousser les limites de la voie vaginale. Nous n'avons pas de conflit d'intérêt. C'est vrai que depuis longtemps, quand le chirurgien doit accéder à la cavité abdominale, le chirurgien était obligé de passer par la paroi abdominale ou passer par la voie vaginale. Mais la paroi abdominale a présenté beaucoup de problèmes, dont les douleurs post-opératoires, les infections pariétales et surtout les cicatrices. Bien que ça, les chirurgiens s'est toujours posé la question comment repousser ces limites pour le confort de la patiente. Et là, vous voyez, on a commencé par la laparotomie, médiane sous-ombilicale, on est passé par les phanestyles, la douleur, les 3 points que je venais de citer posaient toujours des problèmes. On est passé par la célioscopie multitrocar, monotrocar ou single trocar, et on est passé par la chirurgie vaginale, puis aujourd'hui nous sommes à la chirurgie Vinote, qui pour nous vraiment vient résoudre tous ces 3 problèmes cités avant. Alors, pour la voie vaginale, en tout cas, que ce soit la société française, la société américaine ou la société canadienne, on privilégie toujours la voie vaginale que la voie laparoscopique ou laparotomique en ce qui concerne les hystérectomies. Alors, en ce qui concerne notre expérience en République démocratique du Congo, c'est vrai que nous sommes obligés de nous conformer, ou nous étions obligés de nous conformer à la nouvelle technologie, mais pour se conformer à cette nouvelle technologie, nous avions quelques contraintes. Mais sous ces contraintes-là, on ne s'est pas arrêté comme universitaire que sur les contraintes, on s'est bâti pour avoir certaines innovations en chirurgie Vinote sous contrainte. Et pour ces innovations sous contrainte, il fallait quand même débuter et démarrer un centre de la chirurgie Vinote en République démocratique du Congo. On a nos réalités contextuelles et il fallait ajouter quelques adaptations. On va parler de certaines victoires cliniques et des avancées que nous avons eu à faire au standard international. Alors, je me suis retrouvé en Belgique à Erasme, à l'ILB, pour ma formation doctorale et en laparoscopie. C'est là que j'ai vu pour la première fois la chirurgie Vinote et j'étais très intéressé par la chirurgie Vinote en dehors de la laparoscopie. Et c'est l'équipe des Applied qui m'a facilité la tâche d'avoir une formation à Bonneiden chez les Flamands.
où nous avons eu à faire notre formation sur la chirurgie VINOT. Alors, quels sont les critères idéaux pour débuter un programme VINOT? Comme le nez venait de le dire, il faut maîtriser la chirurgie vaginale, la chirurgie laparoscopique et avoir une formation sur la chirurgie VINOT et avoir un mentorat. Donc, il faut disposer d'une équipe formée et d'un matériel adapté. Il faut commencer par des cas simples, des préférences pour commencer par les hystérectomies et avoir pas de gros utérus, il faut avoir des pathologies bénignes, pas d'adhérence majeure pour un débutant. Et il faut que les mentorats soient assurés par quelqu'un qui a déjà la main. Et il faut avoir le suivi de vos résultats pour faire le recul de tout ce que vous faites déjà et avoir un plateau technique. Mais dans tout ça, déjà, en République démocratique du Congo, on avait un problème parce qu'il n'y avait aucune école qui formait en République démocratique du Congo. On ne disposait pas des équipes e-board formées pour ça et on n'avait pas un mentorat, on n'avait pas un plateau technique. C'est vrai, je dois l'avouer que ça m'a coûté beaucoup en termes de temps, en termes de moyens, parce qu'il fallait avoir un mentorat en Europe, il fallait s'acquérir des matériels en Europe, il fallait faire la formation en Europe, chose qui n'était pas si facile. Mais comme on voulait la chirurgie VINOT, on s'est battu pour y arriver. Alors, parmi les réalités contextuelles que nous avons un problème de la formation. Moi, je me suis formé en Europe, mais je pense que, comme je l'ai toujours dit avec les professeurs Emmanuel, on doit se battre qu'au niveau de l'université, déjà cette année ou au plus tard l'année prochaine, que les assistants qui sont en formation en gynéco soient à mesure de poser les actes en chirurgie laparoscopique et en chirurgie VINOT. Alors, deuxièmement, c'est la disponibilité des matériels. C'est vrai, comme notre cher aîné, le docteur Makosso est là, il n'y a pas de représentants des Applied ici dans beaucoup de pays africains. Même au Maroc, il n'y en a pas encore. Donc, il nous a été vraiment pratiquement impossible de ramener les matériels sans un représentant légal ici. Mais comme médecin entrepreneur, on s'est bâti pour se retourner vers la Chine qui nous a produit les gels pointes que vous allez voir et les Alexis. Et curieusement, à un prix très moins cher qui nous a permis de faire des campagnes et des chirurgies de temps en temps entre Kinshasa et la Belgique pour les mentorats et puis, comme le docteur Mako Solessé, tous les cas que vous avez en VINOT, il y a un site où on peut l'exposer et que les gens qui sont très avancés apportent des critiques en disant que ça, tu pourras faire ceci, voilà, ça, tu as bien fait. Et ça nous a quand même beaucoup aidé. Alors voilà, à gauche là, j'ai les matériels Applied et à droite, c'est les matériels chinois. On a pu quand même beaucoup plus travailler avec les matériels chinois que nous avons à la main. Et de temps en temps, pour avoir les matériels Applied, je suis obligé de passer par le département de gynécologie de Erasme et c'est là que j'achète, mais ça me coûte quand même plus cher. Alors, en ce qui concerne les équipes pour la formation, on était bien obligé de ne pas avoir que la formation comme chirurgien gynécologue, d'avoir la formation des e-boards en VINOT et aller même faire la formation des biomédicales pour l'entretien des matériels, chose qui n'était pas facile, mais on était bien obligé de le faire pour venir former localement les e-boards et les biomètres sur place quand il y avait des pannes et autres. Et c'est vrai qu'on a eu à adapter certains matériels parce que pour Applied, c'est voyant qu'il faut utiliser leur propre matériel. Mais ici, nous avons des ultracisions chinois, on a des bipolaires avancés chinois que nous utilisons et qui nous donnent des très, très bons résultats. Et là, par exemple, c'est l'équipe que nous travaillons avec. Et là, on était en train de faire une hystérectomie dont la face antérieure était flaquée à la paroi. Alors, c'est vrai, par notre expérience, l'hystérectomie VINOT versus l'hystérectomie conventionnelle, là, je me souviens de mon co-directeur de thèse
qui est atténant, qui disait toujours que Guy, tu aimes bien ta Vinote, mais sache que pour moi, Vinote n'est qu'une partie de la chirurgie vaginale. En dehors de tout ce qui est complications adhérentielles et autres, moi, je préfère faire la voie basse quand c'est disponible que les Vinotes. Alors, je lui ai dit, professeur, c'est vrai, nous faisons des hystérectomies Vinote, non pas seulement pour l'hystérectomie, mais plus on maîtrise l'hystérectomie, il y a d'autres actes que nous posons dans les annexectomies, les hystérectomies en ambulatoire et voire la myomectomie. Et nous nous sommes plus intéressés à la chirurgie annexielle que nous allons rapidement vous présenter notre expérience et notre topologie. Là, c'est la clinique dont je suis le patron, Onyx Medical Center, où nous faisons de la chirurgie endoscopique avancée en gynécologie, en neurologie, en chirurgie viscérale et en otorhinolaryngologie. Et là, je dois quand même dire un mot que, en dehors de faire la chirurgie Vinote, on était bien obligé d'apprendre même comment utiliser les agrafes circulaires. Parce que quand on a commencé, il n'y avait pas encore de chirurgiens digestifs ici. Quand ils lèsent un rectum, tu es obligé de les fermer toi-même. Mais Dieu merci qu'il y a eu les digestifs qui sont arrivés et qui nous ont vraiment accompagnés, comme docteur Georges Sangana, que je salue en passant. Alors, nous avons quand même rapporté de juin 2022 à juin 2025, y compris dans notre clinique Onyx Medical Center, à la clinique présidentielle de l'Union africaine, et ajouté que pendant ce temps, on a eu à faire au moins 3 grandes campagnes à Kinshasa et à l'intérieur du pays, des campagnes qui nous ont permis d'ajouter encore en termes de nombre les cas des chirurgies Vinote que nous avons eu à faire. Et notre accent était plus sur la chirurgie annexielle que vous voyez là. Et ici, là, c'est une petite vidéo d'une chirurgie annexielle Vinote où nous avons un endométrium qu'on a fait par Vinote parce qu'on s'était rassuré sur les plans IRM qu'il n'y avait pas de l'endométriose profonde. C'est ce qui nous a permis de les faire par voie Vinote. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la chirurgie annexielle? On s'est rendu compte qu'avec un nombre élevé de chlamydia dans notre milieu, les GI ne sont pas très rares comme ailleurs. Et on s'est mis quand même la puce à l'oreille pour jeter un coup d'œil sur la chirurgie annexielle, surtout la salpingectomie pour des GI rompus ou non rompus. Mais on s'est rendu compte qu'en faisant la chirurgie Vinote pour l'évanecectomie, on est censé passer par le cul-de-sac de Douglas. Il faut faire une kyldectomie postérieure, placer les gels pointes et opérer. Mais on était bité à 2 problèmes. Le premier problème, c'est quoi? Bien que nous mettons la patiente en Trendelenburg et nous mettons les gaz, le poids de l'utérus quand même posait un problème pour les soulever et avoir accès aux annexes. Et de 2, on avait cette difficulté d'accessibilité. Alors, on s'est dit, il fallait imaginer et mettre au point un manipulateur utérin qui va nous permettre de soulever cet utérus-là et de faire tomber les annexes en postérieur. Et nous nous sommes servis d'un palpateur hépatique utilisé par les digestifs pour faire la palpation spercellio du foie, qui nous permet, avec les 2 manettes qui sont ici, d'ouvrir et de soulever. Et cela nous a permis de pratiquer, comme vous le voyez ici, une patiente qui nous a consulté, âgée de 24 ans, chez qui on avait les diagnostics d'une GI rompue. Et par Vinote, d'ailleurs, ça nous permet, vous voyez que nous faisons la kyldectomie postérieure et déjà avec la compresse, on s'est vidé l'hémorragie et nous plaçons notre gel pointe, notre Alexis comme vous voyez. Et je l'ai dit en passant pour le docteur Makoso, ça c'est du chinois que nous plaçons là, qui est différent de Applied. Et voilà,
c'est déjà avec des trocars fixés. Ça nous permet maintenant de manipuler. Et puis, voilà, ça, c'est notre manipulateur qui nous permet de soulever l'utérus et les annexes vont tomber en arrière. Et une fois que les annexes tombent en arrière, nous avons la facilité, et là, c'est l'ultracision que nous avons utilisée pour opérer. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté? On a fait une étude multicentrique à Onyx Medical Center et à la clinique présidentielle de l'Union africaine, où nous avons comparé 49 femmes chez qui on a fait la chirurgie annexielle Vinote pour des salpingectomies avec et sans manipulateur utérin. Alors, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de différence en termes d'âge, en termes de BMI, de nombre d'enfants, des antécédents en termes de chirurgie. Le nombre d'hospitalisations allait de 0 à 3 jours. Et puis, la conversion pour ces groupes seulement était à 4,1%. Et puis, les complications péropératoires étaient du côté avec rétractaire. Au moins, il y avait une lésion rectale. Mais nous avons constaté que l'utilisation du manipulateur utérin a permis une réduction presque de moitié du temps opératoire que si nous n'utilisons pas ces manipulateurs utérins. Et ces résultats ont été présentés au troisième congrès international des INOT en Suède. Et nous l'avions présenté aussi dans la journée des innovations au Maroc, qui nous a permis d'avoir certains bénéfices, dont les prix que nous avons à gagner. Et puis, il y a la construction de l'Endothéra qui va nous permettre de faire au niveau de l'université de Kinshasa la formation surtout sur l'endométriose et un accent sur la chirurgie endoscopique en général. Alors, en guise de conclusion, comment développer Vinote en Afrique d'après notre expérience? Il faut former les gynécologues à l'université, former les équipes du bloc opératoire, les IBOD, et avoir la formation des anesthésistes axés sur la chirurgie laparoscopique et Vinote. Créer des centres de référence, c'est très important. Développer des partenariats avec des équipes expérimentées, comme le docteur Marc Makosso qui est là avec nous, et commencer par des cas toujours simples, encourager la recherche multicentrique et les partages d'expériences. En tout cas, selon nous, le principal défi n'est pas la technologie, ni les moyens, mais c'est surtout la formation et l'organisation des équipes. Merci beaucoup pour la parole. Nous disons une vraie merci. Merci beaucoup, professeur Gueux, pour cette présentation qui a donné beaucoup d'avancées en termes d'innovation. Et félicitations pour tout ce que vous faites pour faire avancer la chirurgie endoscopique. Ce sont des innovations comme ça dont on va discuter encore au moment du congrès. Alors, je pense que il est maintenant le moment de poser des questions. Je crois qu'il y a déjà une question qui est là. Je vais d'abord poser une question en attendant que les autres mettent leurs questions parce que jusque-là, on n'a qu'une question. Je pense qu'on va en rajouter d'autres. Voilà, ça commence à venir, c'est très bien. Donc, posez vos questions s'il vous plaît, dans Q et R, donc questions et réponses. Vous pouvez écrire et on va lire pour les intervenants. Alors, ma question, c'est d'abord, j'aimerais commencer pour prendre un peu de temps pour que les autres écrivent leurs questions. C'est au docteur Mathieu. Euh, Qu'est-ce qui finalement vous a... Ici, je fais un veau parce que c'est officiel, hein. Tu sais qu'on s'est tutoie, donc ne pense pas que ça a changé. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à finalement prendre ça dans votre pratique au niveau de Bagnols-sur-Cèze? Parce que, bon, j'ai visité le centre et j'ai vu que vous étiez très, très dynamique, mais derrière vous, il n'y avait pas bon, peut-être qu'après, ça a changé, mais la grande équipe où il y a vraiment beaucoup plus de gens qui font et tout.
Qu'est-ce qui a fait que vous, finalement, vous décidiez à vous lancer dans Vinot, dans ce contexte-là, où j'ai vu que l'obstétrique était très, très, très bien développée. Voilà. Oui, il faut activer le micro, hein. Merci beaucoup, Emmanuel. J'ai toujours aimé tout ce qui est innovation, tout ce qui change, qui bouge, au lieu d'être dans la routine, dans notre spécialité. Euh, c'est vrai que quand j'ai participé à un congrès, je ne sais même pas si ce jour-là, tu n'étais pas en France, d'ailleurs, voilà, mais c'est Ginazur, tu vois, une année, là. Peut-être que c'est pas à ce moment-là qu'on s'était vu, mais enfin, j'ai participé, j'ai vu, je me suis dit, mais bon, enfin, c'est de la cellio, je peux le faire. Mais parce que je faisais déjà de la cellio, je faisais de la chirurgie vaginale, donc je dis, je peux le faire. Et j'ai voulu aller le faire tout de suite. Le type a dit, non, 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 on ne vous donne pas le matériel. Et il faut que vous veniez vous former. Exactement ce que dit Agui. Il faut se former. Et je suis allé me former. J'ai dit, moi, je veux faire ça vite. Et il y a eu une place parce qu'il y avait de l'attente sur 2 ans. Et il y a eu une place qui s'est libérée et j'ai annulé tout ce que j'avais. Je suis allé et j'ai commencé tout de suite. Le problème, je profite pour dire que moi, j'ai été là-bas un seul jour. C'était un vendredi. Et dès lundi, j'opérais. J'avais préparé le cas avant d'y aller. Dès lundi, j'opérais. Et je veux dire à tous ceux qui veulent faire, quand vous avez vu, foncez. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui étaient avec moi, ils n'ont jamais touché à un seul malade. Ça s'oublie très vite, hein. Mais moi, j'ai foncé. Voilà. Ce qui m'a poussé, c'est diversifier. Tu sais, moi, je suis un gynécologue obstétricien généraliste en quelque sorte. Moi, j'aime toucher à tous ceux qui regardent notre spécialité et l'obstétrique aussi. Donc, ça m'a fait plaisir de le faire. Et je l'ai fait comme ça, coup de cœur. Mais c'est une très, très belle technique. Vraiment, quand je vois les pathologies que Guy vient de montrer là, c'est de la folie. En Afrique, il y en a beaucoup, beaucoup de choses. J'ai pas tout ça, toute cette richesse de pathologie. Mais ça va préserver contre les infections, ça va préserver contre des tas de choses pour éviter que ça se complique, hein, chez la femme. Bon, voilà, je ne retiens pas plus ta parole, mais bon, voilà, c'est le désir de faire plus. Voilà, cher Merci. ami. Ouais, on parle d'innovation. Alors, il y a une question que je vais lire pour le professeur Guy. C'est, je pense, docteur Bienvenu, oui, Kazadi, qui écrit pour d'abord dire merci aux présentateurs qui sont ses maîtres pour le webinaire ainsi que pour les présentations qui sont intéressantes et enrichissantes. Alors, sa préoccupation a été la suivante. Si l'hystérectomie vaginale conventionnelle est déjà reconnue pour ses excellents résultats en termes de morbidité, de récupération post-opératoire, de coût et d'absence de cicatrices visibles, quels sont, selon vous, les arguments les plus solides en faveur de la voie VINOT lorsqu'une hystérectomie par voie vaginale classique est réalisable? Guy, donc, quels sont les avantages au-delà de la voie classique et dans quel cas Vinod se positionne vraiment comme étant, voilà. OK. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, très Oui, bien. oui, oui, bien sûr. OK. Alors, je pourrais peut-être être complété par le docteur Makoso. En tout cas, aussi longtemps que la voie vaginale conventionnelle est praticable, l'indication de Vinote n'est pas. C'est-à-dire que, et si je dois faire la Vinote, en fait, c'est une alternative que je veux la faire moi-même. Et de deux, ça dépend de l'expérience de la personne qui le fait. J'ai fait la chirurgie conventionnelle, je sais faire la vinote. Il est prouvé par des méta-analyses que lorsque la chirurgie conventionnelle est faisable, elle n'est pas contre-indiquée, faites la chirurgie conventionnelle. Parce que quand vous devez faire la chirurgie conventionnelle, là où il n'y a pas d'adhérence, là où il n'y a, a pas de problème, le temps opératoire des vinotes prend au-dessus de la chirurgie conventionnelle. Au moins qu'on puisse avoir des adhérences et des problèmes, on s'est dit, OK, on va en visuel pour les voir en fait, pour décoller les adhérences et autres. Donc, en termes de préséance, la voie vaginale, quand il n'y a pas de contre-indication, prend la première place.
Et la vinote viendra si et seulement si nous avons des contre-indications de la voie vaginale par des utérus multi-opérés et autres. On sait bien voir les adhérences et les gérer. C'est un peu la forme avancée, mais quand il n'y a pas de complications, je conseillerais par expérience de faire la chirurgie vaginale que de faire les vinotes. Merci, parfait, Guy. Donc, il y a en fait Je une voudrais, classification des facilités. Oui, je vais vous donner la parole. Il y a, comme Guy a dit, la voie vaginale. Ensuite, si c'est pas possible, la vinote. Ensuite, si c'est pas possible, la laparoscopie. Et enfin, la voie abdominale. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Oui, Mathieu. je voulais ajouter aussi, vous savez, on a dit Vénote, ce que j'ai remarqué moi, on opère tout par Vénote. Je prends l'exemple d'une femme qui n'a jamais accouché par voie basse. À lui faire une hystérectomie. Je peux vous dire hystérectomie par voie basse, hein, par voie basse. Allez lui faire une hystérectomie par voie basse. Ça Parce va que être Vénote difficile. va se comparer à la voie vaginale, si en termes de cicatrices et de douleur. Donc, vous n'y arriverez pas. Alors que Vénote, vous arriverez à aller jusqu'au niveau des annexes, etc. C'est ça l'avantage de Vénote. Même si l'utérus est haut, vous y arriverez. Et puis, en termes de grosseur de l'utérus, quelle que soit la grosseur, sauf si vous avez le cas dont je vous ai parlé, qui est un cas où, malheureusement, j'étais obligé de sortir par en haut parce que le morcellateur avait explosé. Mais si vous avez un gros utérus, Vénote, pour parler à Bienvenue, Kazadi, qui est ici à Bagnols-sur-Cèze avec nous, qui est de la RDC. Donc, lui, vous avez un gros utérus. J'ai sorti 1800 que j'ai opéré par Vénote. Dites-moi quel est le chirurgien Vénote. S'il voit un utérus gros comme ça, il va dire je peux l'opérer par voie basse. Il n'y en a pas. Et donc, en fait, Vénote, parce que la technique, c'est que vous poussez l'utérus vers le haut, vous occupez la cavité abdominale. Alors que quand vous opérez par voie vaginale, vous êtes obligé de tirer sur l'utérus Mhm. dans cette étroitesse que sont les cavités, Mhm. le bassin et les voies vaginales, la voie vaginale, hein, la cavité vaginale, euh, le conduit vaginal. Donc vous êtes serré, alors que le vénote, vous poussez vers le haut, parce que vénote, on pousse. C'est pour ça que les femmes d'ailleurs n'ont pas mal. Voilà ce que je voulais compléter, mon cher Merci, Guy. merci pour ce complément. Alors, il y a le docteur Kofi depuis le Togo qui présente ses admirations au docteur Makos et au professeur Monzango pour les présentations et il pose la question de savoir par rapport à la patiente que vous avez opérée par Vinote, professeur Gupa, pour endométrium, comment vous vous êtes rassuré de l'absence d'adhérence au niveau du Douglas avant d'y aller? OK, merci beaucoup. Tout a commencé d'abord par l'échographie d'endométriose. C'est l'échographie, c'est les glissements qui nous a rassuré qu'il n'y avait pas d'adhérence. Et puis, on a quand même demandé l'IRM après, qui ne nous a pas trop avancé, mais déjà, l'échographie nous avait rassuré parce qu'il y avait des glissements. Voilà. Ok. J'avais une question là, Guy. Pour l'endométriose de manière générale, même si c'est l'endométriome et tout, est-ce que vous pensez pas qu'il y a quelques limites, par exemple, à explorer pour certaines lésions qui sont pas vues en imagerie? Par exemple, au niveau du haut appareil, est-ce que Vinote vraiment se positionne pour la chirurgie de l'endométriose? Je sais que c'est une question qui provoque, mais Classiquement, non. ouais. Classiquement, non. C'est-à-dire que classiquement, non. Parmi les contre-indications, il y a l'endométriose et maintenant, de plus en plus, on pousse. Comme venait de dire le docteur Makoso, quand on a la possibilité, l'avantage, quand on est sûr qu'on n'a pas beaucoup d'adhérence ou on a des désadhérences qui peuvent être gérables. Quand on n'a pas l'image d'endométriose profonde, en tout cas, l'expérience que moi j'ai, que ce soit en Belgique ou à Ténon, on indique. Mais quand on a une endométriose profonde documentée, en tout cas, il est contre-indiqué pour une main non experte de faire la chirurgie vinote. Merci. Il y a nouveau docteur en médecine, Elucel Mavakala Makiese,
qui porte sa question, je crois, au professeur Monzango. Il demande si pour la chirurgie vinote, comment pensez-vous aborder l'enseignement de la pratique de cette chirurgie innovante dans les milieux universitaires et surtout avec les difficultés d'accès au plateau technique? Quelles sont les stratégies, quelles sont les innovations en termes de facilité? J'ajoute quelque chose à sa question qui pourrait permettre en fait que l'enseignement se fasse en milieu universitaire. Oui, Guy, c'est la question vous est adressée, hein. OK. Merci beaucoup. En fait, ce qui est vrai, que comme j'ai dit à la fin, je ne crois pas que c'est la technologie qui pose un problème, comme docteur Makoso venait de le dire. Et quand je présente en international, je dis toujours qu'en Afrique, nous avons beaucoup de malades en gynéco, en ce qui nous concerne. Et les Américains, les Européens, les Asiatiques viennent se faire la main ici chez nous parce qu'il y a beaucoup de malades. Curieusement, nous-mêmes, les Congolais, nous ne nous rendons pas compte. Il suffit de faire un tour à l'intérieur du pays ou même ici à Kinshasa, de lancer une campagne. Vous avez beaucoup de malades à opérer. Alors, c'est vrai qu'on se plaint toujours en Afrique en ce qui concerne les moyens. Mais je pense qu'en réfléchissant, comme chercheur, on doit se poser la question, est-ce que doit-on toujours continuer à se plaindre? Je crois qu'avec la possibilité d'avoir des matériels qui nous coûtent les 1/8 du prix de ce que Applied nous vend en Chine, qui nous donnent le même résultat, c'est déjà pour moi un créneau pour nous permettre de faire développer cette chirurgie, surtout à l'Université de Kinshasa. Merci beaucoup. Merci. Il y a le docteur Ndandou qui pose la question aux deux intervenants. La première question au professeur Monzango, est-ce que le coût de cette chirurgie, à quelle hauteur? Donc, en fait, la question, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Déjà que la chirurgie laparoscopique n'est pas accessible à la plupart de la population congolaise. En fait, j'ajoute quelque chose à la question. Si on comparait à utérus égal vinote et laparoscopique, et qu'est-ce qui pourrait être beaucoup plus onéreux et voilà, est-ce que c'est accessible? Et la deuxième question, je la pose déjà, ce sera au docteur Makosso, c'est en rapport avec les limites de cette chirurgie-là, vinote, de cette voie vinote. Oui, Guy. OK. Merci beaucoup. Ça, je profite de l'occasion pour certifier tous les gynécos qui sont là et puis même les médecins qui nous suivent. La chirurgie vivignante, ici à Kinshasa, ça coûte moins que la chirurgie de laparoscopie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est vrai que nous utilisons les COD, anesthésie et autres. Mais en tout cas, en termes d'actes, c'est vrai que je suis la première personne à les faire, mais les coûts est moins par rapport à la laparoscopie. En tout cas, c'est presque le 75% du prix de l'acte de laparoscopie que je facture en Vinote. Donc, je suppose que ça coûte moins. Et l'avantage que j'ai, par exemple, à la clinique présidentielle où les gens ne payent pas, et puis nous avons la couverture santé universelle maintenant, toutes les femmes qui ont les GI, par exemple, à l'université, qui ne payent pas, donc il suffit que nous nous organisons à avoir les matériels que nous montons avec pour opérer, et ça nous permet d'augmenter le nombre de cas. Voilà. Ok, bon, en termes de coût, Guy, on pourra toujours discuter dans le couloir, hein, mais je ne partagerai pas le même avis du coût un peu moins élevé en vinote qu'en laparoscopie. Mais bon, c'est... Je voudrais ajouter quelque Oui, chose, oui, Emmanuel, Mathieu, si tu oui. peux. C'est-à-dire que moi, je suis allé voir mon pharmacien Oui. quand je suis allé, parce que tu n'augmentes pas les choses, hein, les coûts des interventions comme ça. Je suis allé voir le pharmacien, il a fait le calcul. Célio abdominal, tu fais une hystérectomie célio abdominale, célio vénote, même coût ici en France. Il a Mhm. calculé, c'est le même. Parce qu'en fait, quand tu regardes bien, le matériel que tu utilises, il est le même. Ce qui change un tout petit peu, c'est le gel point. C'est léger le ponte, oui. Gel point, voilà, J'ai le gel point, point, ouais. gel point que tu changes. Mais il y a les trocars, voie abdominale, tout ça, il a Oui, c'est la calculé. Il même m'a dit chose, non, ouais. non, mais il y a pas une grosse différence, il n'y a pas grand-chose. Il y a un chouïa peut-être à cause du gel point, mais il n'y a pas de grosse différence, quoi. Mais quand tu vois le bénéfice pour la patiente qui va se Mhm. lever très vite, qui va sortir le même jour, tu peux faire à la longue. Moi j'ai quasiment en 2025, c'est tout le monde sortait, hein.
Ils entraient le matin, ils sortaient en fin de journée. C'est quand même un avantage et les médicaments qu'on achète qui est moindre par rapport au coût de la cellule abdominale quand même. D'accord. Alors, on avance parce que les questions s'accumulent. Je crois qu'on va arrêter d'un moment à l'autre, mais on a encore quelques minutes. Les limites, docteur Mathieu. Moi je dirais, en tout cas, il y a des limites, forcément. Quand vous avez un gros utérus, il ne faut pas le faire. Quand vous avez des adhérences, il ne faut pas y aller. Mais moi, en fait, je suis prudent et je n'ai pas mis des limites par rapport à ceux qui sont là. Je crois qu'il y a les docteurs Ndongo peut-être en ligne ou le docteur connaît, ils savent très bien. Mais quand j'ai commencé, toutes les patientes qui venaient, quasiment, j'examinais, je disais, on va le faire. Il y a eu très peu, évidemment, si vous avez triple cicatrice, etc., vous avez des chlamydiés là-dedans, tout ça. Chez vous, il faut vraiment, en Afrique, il faut essayer de faire, d'être prudent, parce qu'il y a l'endométriose, il y en a partout dans le monde. Mais moi, je n'ai pas trouvé, au contraire, j'ai trouvé des indications que je n'aurais jamais pu faire par voie vaginale. Et j'ai pu les faire par vénote et pas par voie vaginale et par voie célioscopique. La patiente resterait 2 jours alors que là, elle sort tout de suite. Moi, je trouve qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients à indication bien posée. Mhm. C'est bon? OK. Merci beaucoup. Alors, on progresse avec les questions. Il y a le docteur Kofi du Togo qui a demandé est-ce que la vinote pourrait prendre les indications de la bombe. Je crois qu'à la question, on a déjà répondu. Mais lui, il va plus loin. Il parle plutôt de la cellule assistée. La voie vaginale cellule-assistée. Par exemple, une hystérectomie vaginale assistée par voie, qu'est-ce que je dis? Une hystérectomie celluloscopique assistée par voie vaginale. Ah oui, oui, oui. Justement, moi, je faisais des célios, des hystérectomies célio-préparées. C'est ce que nous disons, nous, célio-préparées. C'est la même chose. Je commence par la célio et je termine par voie vaginale. Oui, oui, oui. En D'accord. fait, tu passes plus comme ça, tu fais tout directement. Enfin, euh, c'est pas vraiment comme ça. Comme disait Guy, ça dépend de l'opérateur. Ça dépend de son expérience. Il va progresser. Vous allez juste progresser et vous allez vous rendre compte, là où vous vous sentez à l'aise, que vous pouvez continuer. Si vous voulez continuer par voie vaginale, chirurgie vaginale, vous faites la chirurgie vaginale. Mais je pense que la chirurgie vaginale, les indications de Vénote, il n'y en a pas en chirurgie vaginale. Ce n'est pas les mêmes trucs, quoi, les mêmes frontières. Hein. Je ne pense pas. OK. Alors, une autre question, on va avancer. Merci, excusez-moi. Oui. Merci, cher maître. Ça, c'est bon, un spectateur anonyme, c'est comme ça que c'est écrit. Merci, cher maître, pour ce partage. Avec le temps, pourrez-vous croire qu'un généraliste... Ah, ça, c'est une question intéressante, Guy. Pourrez-vous croire qu'un généraliste puisse pratiquer ce genre d'intervention dans notre pays, la RDC? OK, je pourrais lui répondre. Comme généraliste, non. Je préfère être très clair là. Comme généraliste, non, parce que nous venons de dire il y a des préalables. Parmi les préalables, il faut maîtriser l'anatomie et c'est surtout axé sur l'anatomie gynécologique. Il faut maîtriser la laparotomie pour la conversion. Il faut maîtriser la laparoscopie et la chirurgie vaginale. Je crois que c'est possible à un niveau que les généralistes s'arrêtent, mais pour un gynécologue dans sa formation, je crois oui. Je ne sais pas si le docteur Makoso a un autre avis. Merci. Non, non, je partage cet avis-là complètement parce que c'est très difficile en tant que généraliste de se lancer dans des techniques chirurgicales difficiles comme ça. C'est compliqué quand même. Déjà, il y a des gynécos. Moi, j'ai une clinique ici, pour ne pas citer, ici, non loin. Quand j'ai présenté mes premiers cas, j'avais 50 et quelques au congrès régional ici, eh ben, il est venu me voir, il dit, mais nous, on a essayé au début, on s'est retrouvé dans les intestins, on a arrêté, c'est interdit. Vous voyez, c'est des gynécos, hein. Ce sont des gynécologues aussi, les chirurgiens. Il m'a dit ça, mon collègue dont je tairai le nom, il m'a dit ça. Donc,
En tant que généraliste, non. Il faut une habitude. Moi, je dirais, moi, je vous ai dit, hein, je vais plutôt doucement. Mais les gens comme Emmanuel, que ce soit dit, j'ai vu des coups de patte rapides, etc. Ils font beaucoup de chirurgie, ça va plus vite. Il y a des techniques, il faut apprendre, il faut vraiment améliorer sa technique. Et ça, quand on est généraliste, on fait de tout, c'est un peu compliqué, quoi. Il faut rester raisonnable. Merci beaucoup. Ça, en fait, lance le débat sur qui doit opérer en RDC. Je crois que l'ordre de médecins est à pied d'œuvre pour arriver à lancer un peu plus d'éclairage dans ce domaine-là. Mais en même temps, la question se pose. Moi, je vois le côté sur le plan social. Est-ce que donc que les dames de Katakokombe là-bas qui doivent se faire opérer d'hystérectomie ne pourront jamais bénéficier de V-Note parce que ça sera beaucoup plus les généralistes. Bref, c'est un grand débat, mais bon, je crois que la réflexion doit continuer pour qu'on arrive à, voilà, avoir une politique claire et voilà. Donc, on ne pourra pas clore ce débat ce soir. Merci, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, il y a Destin Selengue, je ne sais pas si c'est un médecin, comme c'est pas écrit, désolé, qui demande quelles sont les complications qui peuvent, voilà, survenir en cas de vinote et comment y faire face. Alors, je pense qu'on commencera par Mathieu et puis peut-être que Guy pourra dire quelque chose. Les complications, puisque certainement qu'il y en a eu. Mathieu avait déjà commencé à aborder quelques complications en cette matière. Oui, comme vous voyez, c'était des conversions. Moi, j'ai eu ce que j'appellerais, alors, c'est pas pendant le geste opératoire, deux choses, deux situations qui ont ramené les patientes qui sont venues 7 jours après. C'était des hémorragies, des saignements dans le ventre. En fait, en partant, en essayant une, j'avais fait une cellule parce que je ne comprenais pas pourquoi elle saignait à l'intérieur, mais ça m'a permis de modifier la technique. Tiens, je ne sais pas ce que Guy fait, lui, mais c'était une hémorragie de la berge, des berges, tu Mhm, vois, au niveau vaginal, là. mhm. Et je n'avais pas fait de gaudronnage. Quand je ne fais pas de gaudronnage, je prends rapidement, je ferme. Et bien, ça m'a poussé, quand j'enlève l'utérus, quand j'ouvre en vénote, je prends le péritoine pariétal, je viens fixer. Je viens fixer sur la paroi vaginale. Je fixe et ça m'évite maintenant les saignements. Ça avait résolu le problème des saignements. 2 fois que c'est arrivé. C'est une reprise. Ce n'est pas des complications vraiment. L'urétère, adieu pour pardon, Non, non, je pour crois que c'est bon. Yeah. l'urétère. Mhm. Vous n'avez plus d'accidents du genre, il a coupé l'urétère ou des trucs comme ça. Bon, il y en a qui ont eu ça, mais avec Vénote, vous avez la possibilité tellement d'évacuer tout ça très loin, au loin, que vous êtes très bien. Hein. D'accord. Moi, je n'en ai pas connu. Mes 105 cas que j'ai présentés, les deux reprises pour la berge vaginale, c'est tout. D'accord. C'est tout comme complication, je peux dire. Sinon, ce que j'ai appelé complications, ce n'est pas des complications, c'est des conversions. 5 cas de conversion sur 105, bon, je trouve que c'est pas D'accord. c'est convertir. Merci. Oui, Guy, peut-être ce qu'on a rapporté aussi dans la littérature et dans votre expérience. Oui, oui, dans mon expérience, il y a la conversion et puis j'ai eu 3 cas déjà des lésions rectales, ce qui m'a permis de créer une astuce pour voir comment, surtout quand je suis en train de faire la chirurgie vinote annexielle, je suis plus vers l'école pour ne pas léser les rectums. C'est vrai que j'ai eu à convertir une fois, c'était d'ailleurs aux cliniques universitaires de Kinshasa pour une GI, alors qu'il y avait déjà un hémopéritoine, alors que la grossesse extra-utérine était cornéale. Alors, étant cornéale, il m'a été difficile d'en avoir facilement accès. J'étais obligé de monter en laparoscopie pour terminer ça. Merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est docteur Ashikani Charlène qui a posé la question parce qu'elle s'est présentée par la suite. Alors, il y a docteur Nelson de l'hôpital général qui voudrait savoir, puisqu'on fait une colpotomie même en postérieur,
Quel est le risque de dyspareunie? Il pose la question pour ce Monzango, post-opératoire. Quel est le risque de dyspareunie ou de douleur pendant les rapports sexuels en post-opératoire à long terme chez les patientes? OK. À long terme, je vais répondre en fonction des lectures parce qu'il y a un mémoire de spécialisation qui est là-dessus sur la qualité de vie, surtout la qualité de vie et surtout sexuelle chez les femmes chez qui nous avons déjà fait la chirurgie annexielle vivante ici. La littérature nous parle que la qualité de vie, elle est très bonne. Il n'y a pas de dyspareunie, il y a pas de cicatrices disgracieuses qui ont été décrites. Merci. Il y a docteur Célestin Mouleba qui est de Lubumbashi. Il est apprenant en gynécologie obstétrique. Il voudrait savoir comment, avec Vinote, on peut faire une hystectomie sur adhérence intestino-utérine, sur abdomen, bon, il a dit visiter, donc peut-être abdomen polyopéré. Et quelles sont les contre-indications alors de la Vinote? Je crois que la question revient un peu à ce qu'on avait posé un peu plus tôt, mais bon, si on peut aller en profondeur. La question est adressée à personne particulièrement, mais Mathieu, tu peux voir, ou Guy, ça dépend. Vraiment, dans les conditions, moi je suis impressionné par les images que j'ai vues, que Guy montrait, des adhérences, des trucs comme ça. Il faut être prudent vraiment. Il ne faut pas faire du vénote pour faire du vénote, hein. Il faut quand même s'assurer que vous êtes déjà assez expérimenté en chirurgie pour ne pas aller, bon, je sais pas, ouvrir un rectum. Les adhérences, c'est les adhérences. Un ventre inflammatoire, c'est un ventre inflammatoire. Il faut faire attention. Moi, on n'a pas les mêmes pathologies par ici. Je dirais c'est beaucoup plus simple, sauf quand il y a multi-opéré. Si j'ai un ventre multi-opéré où je soupçonne des adhérences, je ne vais pas y aller, hein. Ça m'est arrivé une fois, mais punaise, je n'avais pas soupçonné ça, mais c'était collé. Je suis resté très longtemps, j'ai persévéré jusqu'à terminer tout sans accident, mais c'est pénible, hein. C'est pénible. Moi, je dirais qu'il faut être prudent. Vous avez multi-opéré, il ne faut pas le faire. Je ne sais pas ce que Guy pense, mais enfin. Voilà. Non, non, en tout cas, je pense la même chose. Quelqu'un qui est multi-opéré, en tout cas, l'idéal, c'est d'être prudent parce que même des gens qui sont déjà au-delà des 1000 cas, c'est les mêmes conseils dans les méta-analyses qui sont données. C'est-à-dire que c'est vrai que la chirurgie vivante nous pousse à pousser encore les indications plus loin, mais en tout cas, quand nous avons affaire à des multi-opérés, des adhérences difficiles à gérer, en tout cas, l'idéal serait d'aller soit par la paroscopie ou par la parotomie. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Guy. Et il y a certaines questions. Je crois qu'il nous reste encore au maximum 10 minutes pour répondre à ces questions et clôturer. Alors, il y a de docteur Michel Mangala qui félicite ou bien qui jette les fleurs à ceux qui ont, aux intervenants pour leur exposé clair. Alors, la question, c'est comment participer à nos campagnes. Je parle de nos campagnes parce qu'il a mis entre parenthèses professeur Monzango, professeur Nzao, docteur Makoso pour leur permettre de maîtriser la technique. Il a l'impression que nous restons plus théoriques que pratiques. Voilà. Bon, la question m'est adressée aussi. Je pourrais dire quelque chose, et puis Guy et Mathieu peut-être. Alors, nos campagnes sont ouvertes, hein. Je pense que depuis quelques années maintenant, il y a des collègues qui viennent d'ailleurs, de Lubumbashi, il y en a même qui sont là en train de suivre. Il faut juste adresser une demande. Il y a même des gens qui sont venus comment ça, Eswatini, du Cameroun, pour participer à nos campagnes. Dernièrement, on était à Bandunuville. Donc, vous n'avez pas demandé. Donc, c'est difficile d'aller vous chercher là où vous êtes. Donc, je pense que Guy fait la même chose, hein. Exactement, exactement. Ce n'est pas fermé. Si vous voulez participer, c'est pour aider. Les campagnes, ce n'est pas pour se faire payer quand vous venez dans ce contexte-là, mais c'est pour apporter sa main humanitaire aux patientes qui en ont besoin ou aux patients de manière générale. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut ajouter quelque chose, parce qu'en fait, je combine avec la question de Ashikani aussi, docteur Ashikani, qui disait, voilà, qu'il y a déjà assez d'avancées à Kinshasa, mais comment faire pour tenir les mêmes, quelles sont les possibilités pour tenir les campagnes en province? Là aussi, en province, ça se tient déjà. Guy tient des campagnes en province et nous aussi. Le problème, c'est d'avoir un contact et de développer un projet et appliquer ça. Donc, je pense que de ce côté-là,
Si vous n'avez pas encore demandé et que vous avez reçu un, comment dire, voilà, un refus ou bien pas une suite, là peut-être oui, mais il faut contacter. Le prof Monzango est là, nous sommes là. S'il y a un projet dans ce sens, je crois que ça ne serait pas de refus. On verra quelles sont les conditions pour pratiquer ça. À moins que Guy ait quelque chose d'autre à ajouter, mais je pense que Non, c'est ce qu'il faut dire. non, non, c'est bon. Moi, ça va. D'accord. Mathieu, Ah non, bon, les toi en campagnes, je France, ne tu vas pas comprends me pas dire que très tu très fais des bien. campagnes en France quand même, hein? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué là, ouais. Alors, toujours Michel, combien de médecins vous avez amené en campagne pour l'apprentissage? Ah, alors Michel, il est en train de titiller là. Bon, d'accord. Ah oui, il y a notre maître, le professeur Mboloko, qui pose la question, hormis la GU et l'hystérectomie, quelles sont d'autres indications pour pratiquer la vie note, Guy? Ah oui, il a même ajouté même l'endométriome, point d'interrogation. Oui. Guy. Les autres Oui, indications. oui. En fait, hormis la GI, l'hystérectomie, il y a des cas de myomectomie, mais ce n'est pas toutes les myomectomies. Surtout les myomes sous-serrés, pédiculés, qui sont soit antérieurs ou postérieurs. Mais en tout cas, j'ai déjà trois cas là-dessus. Il y a des kystectomies. Alors, kystectomie en général, mais pour les endométriomes, comme nous avons dit, il faut vraiment se sélectionner et être sûr être sûr. Sinon, quand il y a des adhérences très fortes et il y a une endométriose profonde ou même une suspicion d'un cancer, en tout cas, c'est une contre-indication. Au moins, je ne sais pas si le docteur Makoso a autre chose à ajouter. Non, 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 je n'avais rien à ajouter. Moi, ici, c'est plus les annexectomies. Enfin, quand les gens, vous savez, il y a des gens qui demandent la stérilisation tubaire, hein. Au lieu de passer par céliomètre des clips, tu passes par en bas, tu enlèves les deux trompes, et puis voilà, c'est ça, essentiellement. Merci Mais beaucoup. sinon, oui, c'est ça, c'est ce que tu as dit là. D'accord. Alors, on est bien désolé pour docteur Banga Siza qui est dans les Mindombe. Il a dit qu'ils n'ont pas pu suivre la présentation à cause de la connexion. Oui, parfois la connexion pose des problèmes, mais vous aurez la présentation. Ça sera dans le site de la FODAB, hein. Vous pouvez aller sur nos pages. Vous mettez FODAB officiel sur nos pages YouTube ou euh, Facebook. On aura le lien. On partagera ça aussi dans le groupe pour que les gens suivent. Toute la présentation ou tout le webinaire. C'est enregistré. Merci beaucoup à notre maître, le professeur Mboloko, pour sa présence et qui nous soutient dans cet accompagnement-là vers le congrès qui va se tenir en juillet. Alors, Dieu merci, Kalanzaya. Je ne sais pas si c'est un médecin aussi, désolé, parce que c'est pas écrit. Il nous salue, bonsoir. Comment gérer une complication péropératoire lorsqu'une équipe est encore débutante? Ça, c'est une provocation, ça. Voilà, bon, une équipe. Alors, je peux lui répondre en Oui, disant oui. que comment gérer une complication péropératoire lorsqu'une équipe est encore débutante. La meilleure gestion d'une complication péropératoire est la complication qu'on évite. Aussi longtemps qu'on est débutant, il faut bien sélectionner les cas pour qu'on n'arrive pas à la complication. Et si vous avez mal sélectionné que vous arrivez là, alors il faut convertir par la voie que vous serez plus à l'aise pour résoudre la complication. Ouais. Alors, s'il s'agit de l'hystérectomie vénote, je dirais que vous n'avez pas à vous lancer si déjà vous n'avez pas suffisamment. Enfin, moi c'est ce que je ressens, hein. Exactement. Bouteille en chirurgie vaginale, vous aurez moins de complications. Moi, je n'en ai quasiment pas fait, mais parce que je faisais la chirurgie vaginale. Donc, à part cette reprise de saignement. Donc, si vous êtes exercé beaucoup, 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 vous ne vous lancez pas vers les. Ou vous allez dans des équipes comme chez Guy et vous participez avec lui, bon, vous allez vite acquérir des réflexes. Mais tout seul dans un coin, faire des notes, je trouve que c'est un C'est peu quand même compliqué pour difficile. les patientes, Ouais. quoi. Parce que Merci. j'ai vu des gens ici abandonner, hein, parce qu'ils n'avaient pas de la bouteille, Ouais. quoi. Ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Guy. Alors, on est en train d'atterrir. Il y a le docteur Herman Tamubango Kitoko qui pose la question.
Bon, il demande qu'on commente sur l'accessibilité à cette prise en charge. Je n'ai pas bien compris. Je pense on est déjà passé là-dessus hein, par rapport à l'accessibilité. Le prof Guy a dit que c'était plus un problème, c'était pas un problème de matériel, mais qu'il fallait trouver des solutions, comment adapter les choses pour faire face. Je pense que en termes d'accessibilité, c'est plus la volonté d'y aller et je pense que même la chirurgie ordinaire n'est pas toujours accessible, hein. Même la chirurgie open n'est pas toujours accessible à toutes les patientes. Mais voilà, c'est ça le petit commentaire que je peux faire. C'est à nous de nous battre pour que ça soit... Vous voyez, le prof Guy est revenu là-dessus. Quand on pratique les choses de cette manière-là, quand on est parmi les rares personnes, on est presque un importateur. Et lorsqu'on va appliquer cela sur les patientes, ça va coûter un peu plus cher. Donc, lorsqu'on vulgarise une technique et que tout le monde, ou du moins un grand nombre, commence à pratiquer, je pense que ça va aussi avoir un impact sur le coût, l'accessibilité par rapport aux patientes. Alors, il y a Jires Kimombouila. Ma question s'adresse au professeur Manzango. Quelles sont les indications de la chirurgie note? Je pense qu'il n'avait pas suivi. On est déjà passé là-dessus. Je pense que c'est docteur Kimombouila. Il va suivre la présentation après avec le lien. Il va revenir là-dessus parce qu'on est en train de courir derrière le temps. Il y a le docteur Célestin Mouleba et le docteur Michel Mangala qui ont jeté encore des fleurs. Ils ont dit merci pour l'un, Célestin pour les réponses. Et Mangala a dit félicitations. Un webinaire simple, court et pointu. Merci beaucoup. Très intéressant et très court. Merci beaucoup pour ces fleurs jetées. Je crois qu'on est à la fin de ce webinaire. Je ne sais pas si Mathieu ou Guy, l'un d'entre vous a un petit commentaire avant qu'on clôture totalement. Voilà, commentaire, je voulais surtout, merci beaucoup, hein, Emmanuel, pour d'avoir pris la décision d'organiser ce webinaire. Et je voulais aussi féliciter Guy pour la ténacité, hein, la persévérance. Je retrouve que vous êtes deux frères tenaces qui venaient partout, vous promenez partout pour venir chercher des choses pour implémenter en Afrique. Vraiment, je suis fier de vous. Je voulais quand même vous le dire. Et puis, c'est un plaisir d'avoir vu les images qu'il a montrées tout à l'heure. Parce que c'est vrai que ces images, je ne suis pas familier, mais je trouve très passionnant d'être en difficulté et de faire ce genre de technique chirurgicale dans des conditions de nos pays. Enfin, merci, bravo à tous, surtout à ceux qui nous ont suivis et qui ont posé des questions. Ça montre qu'ils ont été intéressés. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Guy? Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, je félicite les organisateurs en général et le professeur Nzao en particulier pour l'organisation de ces webinaires. Je remercie tout le monde qui a donné de l'intérêt pour y participer. Je crois que je ne pourrais pas m'arrêter là pour ne pas parler de ce qui va se passer comme congrès. Je demande aux participants qui me suivent de s'enregistrer et de payer pour participer au congrès parce que là, il y aura beaucoup, beaucoup de choses qu'ils vont apprendre encore, qu'ils puissent s'enregistrer pour les ateliers, pour ceux qui veulent voir la chirurgie vinote en live, en théorie et en live, l'hystéroscopie hors bloc, et puis pour la formation des nursing. En tout cas, ça serait une bonne chose pour eux. Alors, je profite aussi de l'occasion pour remercier le docteur Makoso pour tout ce qu'il fait pour l'Afrique et pour la RDC en particulier, parce qu'il y a beaucoup de nos aînés, de nos congénères et puis de nos cadets qui passent entre ses mains. Ça prouve à suffisance qu'il a encore beaucoup de soucis pour les pays d'où il vient, pour l'Afrique en général. C'est une très, très bonne chose. Continuez ainsi. Ça va encore sauver beaucoup de vies. Merci beaucoup. Alors, merci. Je commence par d'abord remercier les intervenants, mais aussi tous les participants pour cette assiduité jusqu'à la fin. On termine le webinaire avec 86 participants. C'est une très, très bonne chose. Je pense que le message est bien passé. Merci à notre maître, le professeur Mbologo, qui était là. Merci à tous ceux qui ont participé, les collègues, les confrères et consoeurs. Merci à toi, Gu, pour, là, je reviens à notre tutoiement habituel, pour tout ce que tu fais pour l'avancement de l'endoscopie. Je me rappelle que il y a quelques années, on ne pouvait pas imaginer des choses qui pourraient commencer à se faire. L'université a un peu pris
de l'avant par rapport à cela. Nous en parlions encore hier avec le professeur Moningo, qui est avant-hier, pardon, le vendredi, qui est le chef de département des chirurgies, que l'université a repris un peu sa place dans toutes ces innovations. Et c'est une très, très bonne chose. Et Guy, tu es parmi ceux qui participent à cela. Merci pour tout ce que tu fais. Et à Mathieu aussi, je reviens à notre tutoiement habituel. Merci en tout cas. C'est que Guy a dit, j'appuie encore là-dessus, hein. Je suis venu chez toi voir ce que tu faisais et j'ai vu tous les Africains, nos frères, nos sœurs qui passent par chez toi. Et dernièrement, tu m'as encore dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour m'impliquer un peu plus parce que je pourrais dégager un peu plus de temps là où je travaillais et comment me concentrer davantage à faire avancer l'Afrique dans ce qui me passionne. Et ça, c'est vraiment le cas de le dire. Merci beaucoup. Merci vraiment pour cela. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à dire pour ces quelques minutes, parce qu'on va clôturer, c'est de vous inviter à participer massivement à ce congrès qui va se passer du 15 au 18 juillet 2026. Ce sera à l'Institut national des arts. C'est un congrès qui sera enrichi des ateliers d'abord au départ, avec, comme vous avez entendu le prof qui parlait de l'atelier de V-Note, donc il y aura des échanges pour ceux qui veulent de la pratique. Par exemple, le docteur Mangala, voilà, et ce sera une occasion de faire de la pratique plutôt que simplement de la théorie et après prolonger. On aura l'atelier sur l'hystéroscopie. On passera de l'hystéroscopie hors bloc à l'hystéroscopie opératoire. L'atelier des Vinotes va se passer à Onyx Medical Center, ce sera vers Huilery, et les autres ateliers, notamment l'hystéroscopie et un cours international de nursing en endoscopie. Vous avez aussi entendu le professeur Guy parler des IBOT, donc de ces infirmiers du bloc opératoire qui vont s'occuper de la pratique endoscopique, comment gérer le matériel et tout ça. Ce sera un cours qui est couvert par la Société internationale d'endoscopie gynécologique, dont le responsable numéro un va être des nôtres. Nous savons que nous sommes en train de faire face à l'épidémie d'Ebola et Dieu merci, jusque-là, ça n'a pas encore atteint la ville-province de Kinshasa et nous pensons que jusqu'au bout, l'épidémie va s'étioler progressivement jusqu'à disparaître. Au cours de ce congrès, il y aura ces ateliers pratiques. On aura la possibilité de créer des réseaux, parce qu'il y aura des experts au niveau international, mais aussi au niveau national, mais aussi des praticiens qui viendront de certains pays d'Afrique, et ce sera donc des échanges d'expériences, mais une réflexion pour que l'Afrique, surtout l'Afrique centrale, mais pourquoi pas toute l'Afrique, pour cette partie qui n'est pas encore vraiment sortie de cette léthargie, comment l'Afrique peut aller de l'avant, on va parler de cela. Donc des innovations frugales donc, qui vont être vraiment utiles et nous permettre d'aller de l'avant. On aura aussi la possibilité de développer des mentorats pour ceux qui veulent vraiment s'élancer pour que la pratique de l'endoscopie, comme nous l'avons vraiment à cœur et que vous êtes plusieurs à être en train de relever ces changements-là dans l'avenir de notre pratique médicale dans le domaine de la chirurgie et particulièrement de l'endoscopie, ce sera une très bonne occasion pour faire avancer les choses. Encore une fois, merci beaucoup. Je ne pourrai pas clore totalement sans vous annoncer le prochain webinaire qui va se tenir le 29. Ce sera toujours un lundi à 20 heures. Et là, nous invitons ceux qui sont intéressés, et c'est tout le monde en fait, par la pratique de nursing en endoscopie. Qu'est-ce que je peux encore dire? Bonsoir et on se revoit la prochaine fois. Merci, bye bye.